Merci de votre présence. Merci aux membres de l'académie pour votre accueil et pour l'intérêt que vous avez porté à mon travail. Donc, ma thèse, c'est une étude qui a contribué à l'évaluation de l'exposition des bovins au virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo en France. Profite aussi pour remercier encore le professeur Gilles Fromont et le professeur Chalvet-Monfray qui m'ont encadré tout au long de ce travail. Donc, j'ai d'abord, en introduction, posé le contexte et les enjeux de la maladie en France, avant de vous présenter les objectifs de l'étude et les matériels et les méthodes qui ont permis de la réaliser. Je vais ensuite vous présenter les résultats avant d'en discuter. En introduction, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, c'est une maladie d'actualité pour la France et d'importance pour la santé humaine. C'est une maladie virale causée par un orthonérovirus et c'est une maladie potentiellement mortelle pour l'homme. On estime qu'environ 12% des patients développent des symptômes et parmi ces patients symptomatiques, on décrit une mortalité de 5 à 30% selon les études. Enfin, c'est une maladie vectorielle transmise par la piqûre d'une tique. Son vecteur principal, ce sont les tiques du genre Yaloma et principalement Yaloma marginatum. La répartition géographique de cette maladie est en extension. En fait, elle est très fortement corrélée à l'aire de répartition de son vecteur, les tiques du genre Yaloma. Les conditions favorables au passage de la nymphe à l'adulte sont un climat sec, une température supérieure à 24 degrés Celsius en juillet et un habitat ouvert, ce qui fait que la répartition originelle de la tique correspondait à l'Afrique, le Proche-Orient et l'Asie centrale. Mais les changements climatiques actuels ont provoqué une augmentation de l'aire de répartition liée à l'OMA, qui est aujourd'hui présente en Espagne, en Italie et en France. En 2022, une étude a permis la récolte de 931 tiques Yaloma marginatum sur des chevaux dans tous les départements du pourtour méditerranéen français et le long de la vallée du Rhône, dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme. Le rapport de l'ANSES 2023 stipule qu'il y a des bovins séropositifs en Espagne, en Corse, dans le pourtour méditerranéen français, mais également dans les départements du Tarn et de l'Aveyron. Dans ce contexte, les enjeux pour la France, c'est qu'il y a un fort risque d'introduction de la maladie du fait de la présence de la tique en France, de la présence d'animaux séropositifs en Espagne et dans le sud de la France, qui sont capables d'infester de nouvelles tiques s'ils sont encore en phase virémique. Et il y a de plus un risque d'introduction de nouvelles tiques infestées, soit par des oiseaux migrateurs, qui sont les hôtes principaux des tiques immatures, soit par l'importation d'animaux en provenance de zones endémiques. Donc une surveillance plus large de la répartition du virus semble nécessaire pour une meilleure prévention. Dans le cadre du projet RESPOND, portant sur les orthonérovirus, les objectifs de notre étude étaient multiples. Nous voulions avoir une meilleure connaissance de la répartition du virus en France continentale et mieux détecter l'exposition au virus chez les animaux domestiques et surtout hors de la zone méditerranéenne, qui était une zone où nous avions déjà beaucoup de données. Nous avons donc réalisé une étude sérologique transversale. Nous avons choisi comme espèces cibles les bovins, qui sont considérés comme d'excellentes sentinelles de la maladie du fait de leur exposition aux piqûres de tiques. Ils ont également des taux d'anticorps plus élevés que les autres espèces, qui facilitent les immunodosages sérologiques. Nous avons privilégié des animaux plutôt âgés, car la probabilité d'avoir été piqué par une tique augmente avec l'âge. Et nous avons privilégié les races allaitantes par rapport aux races laitières, qui sont plus souvent élevées en hors sol en France. La zone d'étude choisie, c'était donc hors de la zone méditerranéenne. Nous avons prélevé des animaux issus de 50 départements différents, que nous avons divisés en 3 zones. La zone locale, autour de l'abattoir dans lesquels les prélèvements étaient réalisés, c'était l'abattoir de Saint-Étienne dans la Loire, la région Limousine et le nord-est de la France. Nous avions pour objectif d'avoir 500 échantillons par zone. Nous avons prélevé en tout 2085 échantillons. Donc voici les 3 zones d'études, la zone locale avec 1116 échantillons, le nord-est de la France avec 555 échantillons et le Limousin un peu étendu avec 409 échantillons. Les prélèvements ont ensuite été analysés par un test sérologique car la virémie est supposée de courte durée chez les bovins, donc ce qui limite l'intérêt des tests directs alors que la persistance de nos anticorps est supposée longue. Le test choisi est le test de chez IDScreen qui dose les immunoglobulines G. On mesure le rapport SP, qui est le quotient de densité optique de l'échantillon et du témoin. Le résultat est positif si ce rapport est supérieur à 30%.
Parmi les 2085 échantillons, nous avons considéré 4 résultats comme positifs faibles, avec un rapport SP supérieur à 30%, mais juste au-dessus du seuil, et 6 résultats douteux élevés, avec un rapport SP juste en dessous du seuil. Tous ces échantillons se trouvent dans la zone locale, qui est en fait une zone d'étude à part entière. C'est la zone avec le plus d'échantillons, et c'est la seule zone qui contient des départements proches du front d'expansion de la tique. Donc la séroprévalence dans la zone locale est de 0,37%. Donc voici les 4 départements d'origine de nos résultats positifs: la Haute-Loire, la Loire, l'Ain et la Saône-et-Loire. On marque la proximité avec l'Ardèche et la Drôme, qui sont des départements dans lesquels la tique a été récoltée. Ensuite, nous avons réalisé plusieurs analyses statistiques qui nous ont permis de décrire et expliquer nos résultats. Nous voulions tout d'abord interpréter les variations de valeurs de rapport SP, car nous avions beaucoup de valeurs intermédiaires supérieures à 15%, ce qui était un peu différent des autres études qui avaient déjà utilisé ce test. Et nous voulions interpréter l'apparition des résultats non négatifs. Est-ce qu'ils apparaissent au hasard dans notre échantillon, ou est-ce qu'ils sont liés à l'âge, la race, l'origine géographique des animaux ou la date de prélèvement? On a constaté que la valeur SP augmentait avec l'âge des animaux. Quand l'âge augmente d'un an, le rapport SP est multiplié par 1,04, et les résultats positifs faibles et douteux élevés n'apparaissent pas au hasard dans l'événement. Ils sont liés à la date de prélèvement. Lorsque le prélèvement se fait un mois plus tard, l'augmentation du risque relatif d'apparition d'un résultat non négatif est multipliée par 4,38. Donc tout d'abord, en discussion par rapport à notre stratégie d'échantillonnage, donc on n'a pas eu l'objectif de 500 échantillons dans la zone limousine, donc on ne peut pas conclure sur cette zone. Le choix de l'espèce, les bovins, a été choisi car c'est d'excellents sentinelles de la maladie. La zone d'étude, elle a été à la fois choisie et subie. On voulait une zone hors de la zone méditerranéenne, mais on était limité par l'origine géographique des animaux de l'abattoir. Au moment du prélèvement, on ne connaissait pas l'origine de l'animal. Les prélèvements ont été réalisés du 4 avril au 22 mai, ce qui ne correspond pas tout à fait au pic d'activité de la tique qui commence plutôt début mai, voire mi-mai. Il aurait bien sûr été intéressant de poursuivre les prélèvements tout au long du pic d'activité de la tique, voire même après. Ça aurait permis de confirmer ou d'infirmer l'effet de la date de prélèvement sur l'apparition des résultats non négatifs. On n'a malheureusement pas eu le temps de le faire dans le cadre de ma thèse. Pour les résultats positifs, je rappelle que la valeur prédictive positive d'un test, c'est la probabilité qu'un résultat positif corresponde effectivement à un échantillon positif. Donc, comme là, on a une prévalence très faible, cette valeur prédictive positive n'est que de 28%. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le nombre de résultats positifs, c'est la possibilité qu'il y ait au moins un résultat positif dans des zones où la tique est a priori absente, et cette probabilité est de 73%, donc la possibilité qu'il y ait au moins un résultat vrai positif est quand même à envisager. Si on considère nos résultats positifs comme de vrais positifs, ils pourraient correspondre soit à l'installation de populations reproductrices de tiques, heu, parce que c'est pas parce que la tique n'a pas été récoltée qu'elle n'est pas présente, et les études de récolte de tiques sont assez fastidieuses. Les départements dans lesquels on a les tiques sont proches du front d'expansion de la tique. On peut aussi avoir une introduction ponctuelle d'une tique immature qui aurait trouvé localement des conditions favorables à son passage au stade adulte, et l'adulte aurait alors contaminé un bovin. À noter que les départements de la Loire, de l'Ain et de la Saône-et-Loire contiennent des zones à risque prioritaire pour la grippe aviaire. Donc ils sont dans des couloirs migratoires et ils peuvent accueillir des oiseaux en provenance d'Afrique qui sont porteurs de tiques immatures infestées. Concernant l'effet de l'âge sur la distribution des valeurs de rapport SP, si on considère que la valeur SP correspond effectivement à une réponse anticorps à un stimulus antigénique présent de manière chronique, cette relation s'explique par le fait que les animaux âgés ont été exposés plus longtemps à ce stimulus. Les animaux âgés ont également une meilleure maturité immunitaire et ont donc des taux d'anticorps plus élevés. Concernant nos résultats positifs ou douteux, donc je rappelle que les résultats positifs, même s'ils sont supérieurs à 30%, ils sont vraiment juste au-dessus du seuil. Donc on peut avoir plusieurs hypothèses, soit l'existence d'un virus proche de CCHFV ou d'une souche non caractérisée,
qui provoquerait une réponse immunitaire détectable par, ELISA, mais des PCR négatifs chez les tiques, puisqu'à l'époque, le virus n'avait encore jamais été isolé chez les tiques. Ça a été le cas depuis en Corse et dans les Pyrénées-Orientales. Soit ce sont des bovins qui ont des rapports SP assez faibles, car ils ont un taux d'anticorps assez bas. Donc soit ils ont été infestés il y a longtemps, comme on a fait nos prélèvements un peu avant le pic d'activité de la tique. Ça peut être des bovins qui étaient infestés le printemps d'avant, ou alors ils viennent d'être infestés et le taux d'anticorps n'a pas eu le temps encore d'être élevé. Ils seraient en début de phase de séroconversion. Comme nos résultats non négatifs apparaissent à la fin de nos prélèvements, donc au début du pic d'activité de la tique, ça peut aller dans ce sens-là en tout cas. D'ailleurs, en parlant de ça, il serait intéressant de tester sur nos échantillons les immunoglobulines M, qui sont sécrétées précocement chez l'humain. On suppose que c'est le cas aussi chez les bovins, mais on a peu de données pour en être sûr. On pourrait également faire des tests de séroneutralisation pour confirmer ou infirmer nos résultats positifs. Je pense que les efforts de collecte de tiques doivent se poursuivre, ainsi qu'une surveillance sérologique, au moins chez les bovins, pour avoir une bonne idée de la zone endémique de la maladie et de son vecteur. En conclusion, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est une zoonose virale grave. Ces 10 résultats positifs et douteux dans des zones a priori indemnes de la tique suggèrent une évolution de la répartition de la maladie et de son vecteur, donc un suivi de la maladie, y compris hors de la zone méditerranéenne, semble nécessaire. Merci de votre attention. Je voudrais remercier à nouveau le docteur Valérie Faré et toute l'équipe de l'abattoir de Saint-Étienne qui m'ont permis de faire les prélèvements dans leur abattoir, et Jade Guillemot et Benjamin Rey qui m'ont aidé à faire toutes les analyses de laboratoire.